Bonsoir, bienvenue en Normandie. Nous avons installé nos caméras au Grenier à Sel à Honfleur pour ce deuxième grand débat consacré aux élections régionales. Il reste 3 jours aux 4 finalistes de ce scrutin pour essayer de convaincre les électeurs. Ils auront 1 heure pour s'exprimer et tenter de faire la différence. En jeu, le poste de président pour la Normandie pour les 6 ans qui viennent. Bonsoir Amélie. Bonsoir Franck, bonsoir à tous. Ils sont 4 à être parvenus à se hisser au second tour de ces élections régionales qui resteront déjà marquées par un premier tour au taux d'abstention record. 4 à prétendre au siège de président de la région pour construire la politique de l'économie, la formation, des transports, de l'environnement ou encore de la culture en Normandie. Et pour vous permettre de vous faire votre idée avant ce second tour, nous avons choisi de leur donner la parole pendant 1 heure. Vous l'avez dit Franck, nous entendrons vos idées à tous les 4, vos projets, notamment pour les jeunes en Normandie. Et puis on se posera la question de la place que doit occuper la région dans nos vies aujourd'hui. Voilà pour le décor. Et avec nous sur ce plateau, et avant d'ouvrir les débats, par ordre alphabétique, Nicolas B, vous menez la liste Faire gagner la Normandie, soutenue par le Rassemblement national. Bonsoir. Bonsoir. Laurent Bonnater, bonsoir. Bonsoir. Vous conduisez la liste Normandie, Terre d'avenir, soutenue par La République En Marche et la majorité gouvernementale. Mélanie Boulanger pour la liste La Normandie nous rassemble, soutenue par Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste. Bonsoir. Bonsoir. Et Hervé Morin, bonsoir. Vous conduisez la liste Vivre la Normandie et vous êtes candidat à votre réélection. Vous serez tous les 4, comme au premier tour, interpellés par des questions, par les préoccupations des Normands, relayées par des journalistes de France Bleu et de Paris Normandie. Et ce soir, c'est Cédric Langrotte qui est avec nous. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Ravi que vous soyez avec nous ce soir. Vous êtes rédacteur en chef de France Bleu Normandie et vous resterez avec nous tout au long de ce débat. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Pour suivre ce débat et revoir les résultats de ce premier tour, si vous ne les connaissez pas, eh bien, vous pouvez flasher ce QR code qui s'affiche dans le bas de l'écran en utilisant votre téléphone portable. Avant d'ouvrir le débat et les échanges, on va voir les résultats de dimanche dernier. En tête de ce premier tour, Hervé Morin avec 36,87% des voix. En deuxième position, on trouve Nicolas B, 19,87% des suffrages. En troisième, Mélanie Boulanger, 18,37%. Et enfin, quatrième et dernier qualifié pour ce second tour, Laurent Bonnater avec 11,07% des voix. Ils étaient aussi candidats, mais n'ont pas franchi justement le second tour. Sébastien Jumel pour le PC, la France Insoumise et PRG avec 9,64% des suffrages. Pascal Lemanac pour Lutte ouvrière avec 3,10%. Et puis Stéphanie Kerbar sans étiquette avec 1,10% des suffrages. Alors parmi les... On va faire beaucoup de chiffres pour commencer, mais il faut bien partir d'une base. Parmi les 67% d'abstention du premier tour, de nombreux jeunes qui ont choisi de ne pas se rendre aux urnes dimanche dernier. Plus de 80% des moins de 25 ans ne sont pas allés voter. Alors comment les convaincre d'y aller pour le second tour ? On a choisi de vous demander ce soir à chacun ce que vous feriez pour eux si vous étiez élu président ou présidente. On est allé dans la rue demander aux Normands ce qu'ils en pensaient. Question posée par nos confrères de Paris Normandie. Écoutez, regardez. Bien, j'aimerais que le candidat normand s'occupe véritablement de sa mission d'informer les collégiens et les lycéens sur les formations et les métiers. Cette année, ça a été une vraie catastrophe car tout a été dématérialisé. Qu'est-ce qu'il voudrait faire pour améliorer la vie des étudiants ? Je sais qu'il y a eu des étudiantes qui ont eu des problèmes des fois et la police n'était pas forcément venue à temps. Donc peut-être améliorer le service et faire des groupes d'entraide entre étudiants. Je sais que ça commence à se mettre en place, mais voilà, s'ils peuvent améliorer ça. Voilà, vous venez d'entendre cette jeune fille. Les jeunes se sont sentis pour beaucoup laissés de côté durant cette période un petit peu particulière ces derniers mois. On a tous vu ces images de distribution d'aide alimentaire par les étudiants, pour les étudiants. Qu'est-ce que peut faire la région pour eux aujourd'hui ? Pour être concret, est-ce qu'un service d'entraide, de secours pourrait être envisagé ? Je vous pose peut-être à vous en premier et puis après on fera le tour des autres candidats. Nicolas B. D'abord, une remarque préalable, le grand gagnant du premier tour, c'était l'abstention. Et c'est très inquiétant d'avoir 2/3 des électeurs qui se sont détournés des urnes, qui, soit par indifférence, soit par lassitude, soit par défiance, ne sont pas allés voter. Il faut dire que
le gouvernement porte une très lourde responsabilité dans cette situation, puisque même les professions de foi n'ont pas été acheminées chez sans doute plus de la moitié ou les 2/3 des électeurs normands, ce qui est un véritable scandale. On a l'impression d'être au Bangladesh ou dans un autre pays du tiers-monde, où le processus électoral ne peut même pas se dérouler normalement. Et c'est à croire malheureusement qu'il y a un peu une volonté du gouvernement d'étouffer en quelque sorte ces élections régionales. Oui, il semblerait que ça s'arrange autrement pour le second tour. Pour l'instant, on n'a rien vu de très concret pour une amélioration. Enfin, espérons-le. Pour les jeunes. Pour les jeunes. La première question, c'est comment on fait pour que demain, les jeunes non seulement puissent grandir, se former, s'épanouir en Normandie, et comment on fait pour qu'ils aient envie de rester en Normandie. C'est-à-dire qu'au-delà de leurs études, qui peuvent être amenés à faire parfois, en partie au moins dans d'autres régions, qu'ils aient envie ensuite de s'installer en Normandie et de mettre au profit de notre région, du développement et du rayonnement de notre région, la formation qu'ils auront acquise. Aujourd'hui, c'est vrai que je pense que s'agissant notamment de l'offre d'enseignement supérieur, de l'université, l'offre normande n'est pas assez lisible. Pas assez cohérente en termes de territoire, éclatée en différentes entités. Et il faut absolument que, s'agissant de l'enseignement supérieur, eh bien, les jeunes aient envie de faire partie de cette université de Normandie, pour ceux qui choisissent la filière universitaire. On va revenir sur vos propositions justement et parler peut-être de l'université et des formations. Simplement, que leur dites-vous, Hervé Morin, à ces jeunes qui ont vécu une année extrêmement difficile, une détresse psychologique, on en parlait, on les entendait il y a quelques instants, en bon père de famille que vous êtes peut-être, et en bon père de famille de la Normandie, qu'est-ce que vous donnez comme message à ces jeunes ? Qu'ils ont vécu, j'ai des enfants qui ont été concernés, donc je vois très bien ce qui s'est passé pour eux. Ça a été un sentiment d'isolement assez considérable, très peu de scolarité, et d'ailleurs à ce titre le gouvernement a une vraie responsabilité, c'est qu'il aurait fallu maintenir en partie le présentiel. Moi j'ai défendu dès l'année dernière l'idée que notamment ce qui était travaux dirigés, on aurait pu les faire en demi-groupe, et favoriser ainsi un minimum de présentiel. Et donc on s'est retrouvé avec des jeunes qui se sont retrouvés seuls, avec des cours à distance. Alors la région a par exemple financé pour 2 millions d'euros les universités de Normandie pour leur permettre de s'équiper sur les cours à distance. Nous avons crédité le Crous d'un fonds social pour permettre de venir aux situations d'urgence. Mais clairement, la situation, je crois, malheureusement, était à peu près la même dans le monde entier. On était face à une crise que personne ne pouvait évoquer, mais au moins, on aurait dû, autant que possible, je parle pour les étudiants, faire en sorte qu'on évite totalement la rupture avec l'université ou l'école. Pour les lycées, on a, nous, fait aussi beaucoup. On a adapté les protocoles sanitaires dans les restaurants, dans les cantines. On a fait en sorte que là où il fallait des demi-groupes, on puisse équiper les choses. On a embauché 150 personnes dans les établissements scolaires, dans les lycées, pour faire en sorte que nos collaborateurs, puisque comme vous le savez, les enseignants sont sous l'autorité de l'État, mais le personnel des lycées est sous l'autorité de la région. Donc on a embauché 150 collaborateurs pour faciliter le travail, pour faire en sorte que les protocoles soient les plus rigoureux possibles, pour qu'on puisse favoriser la communauté pédagogique. Ces jeunes, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de solidarité, ils ont besoin d'accompagnement. Et on sent bien qu'il y a, je le disais, cette détresse qu'ils ont vécue. Qu'est-ce qu'on leur dit? Restez en Normandie, il y aura du travail, il y a un avenir en Normandie. Ça, c'est pas propre au Franck Beignet à la Normandie, c'est la France entière, c'est l'Europe entière. Je rappelle que quel que soit malheureusement l'endroit en Europe, la situation a été la même. Donc la question n'est pas normande, elle est d'abord et avant tout française, avec des décisions qui ne relèvent pas du président de région, pardon de le dire. Ce sont des décisions du ministère de l'Éducation nationale, et même pas du ministre de l'Éducation nationale, c'est des décisions du président de la République, puisque le système est ainsi fait que tout est concentré dans les mains du chef de l'État. Mais dans leur vie de tous les jours, c'était plutôt ça. Il y a eu un vrai SOS de ces jeunes. Je parlais des images d'aide alimentaire. Là, mais c'est bien ce que je dis. Ils ont été dans une souffrance, dans des moments d'isolement considérables, et malheureusement, parce que les décisions qui ont été prises n'ont pas été les bonnes. Je dis qu'il aurait fallu maintenir les TD, et après il y a eu toutes les dispositions qui ont été prises par l'État, notamment sur les cantines, sur les restaurants universitaires, etc. Mais très clairement, c'est une année compliquée, avec un décrochage évident pour un certain nombre des nôtres, ça c'est sûr.
Mélanie Boulanger, moi je voudrais vous entendre sur cette question-là. Est-ce que les jeunes sont une priorité pour vous aujourd'hui ? Bien sûr. J'entends M. Bay qui parle de demain, mais un demain qui est loin. J'entends M. Morin qui nous parle d'un hier et de ce qui s'est passé. Moi, je dis que c'est aujourd'hui qu'il faut agir pour les jeunes. Et aujourd'hui, il faut agir vite, parce qu'il nous parle des étudiants et leur situation, je la connais bien. En tant que vice-présidente de la métropole, j'ai eu à m'occuper justement des questions d'aide alimentaire, etc. Mais les jeunesses ont toutes souffert. Celles qui sont lycéennes, étudiantes, ceux qui sont en recherche d'emploi, en recherche de stage, en formation ou même en emploi. Quand ils étaient en intérim, aujourd'hui, ils s'interrogent pour savoir s'ils vont avoir encore un emploi demain. Donc il faut prendre très vite la mesure de la détresse de la jeunesse parce que sinon on va payer longtemps la difficulté à laquelle ils sont confrontés aujourd'hui. Et donc pour moi, c'est une priorité. C'est pour cela qu'on a décidé, dès le début de la campagne, d'annoncer la gratuité des transports pour les jeunes parce que la mobilité, c'est un élément extrêmement important pour la jeunesse aujourd'hui, bien sûr avec l'aide alimentaire, etc. Et ça, il faudra travailler avec les départements, les CROUS sur ce sujet. Il faudra aussi avoir une action déterminante auprès du secteur associatif parce que les jeunes ont besoin, on a parlé d'isolement, et l'isolement, il ne se réduit pas à coût d'argent, il se réduit avec une vie associative, une vie culturelle, une vie sportive importante, et moi je suis de gauche, et cet aspect-là me semble très important. Alors, près d'un jeune sur 5 de moins de 25 ans en Normandie est sans emploi, et c'est plus de 2 fois plus que dans le reste de la population. On a dans la région des jeunes qui sont moins diplômés qu'ailleurs, et ça pose problème. Comment on les empêche, justement, Laurent Bonnater, d'aller dans d'autres régions, d'aller chercher du travail sur Paris? Comment on garde notre jeunesse, sachant qu'on a une population qui vieillit en Normandie? Alors, d'abord, il ne faut pas les empêcher, il faut les inciter à... Je veux revenir juste d'un mot sur le débat sur l'abstention. Elle est évidemment énorme au premier tour, on espère qu'elle sera moindre au deuxième tour, on n'en a aucune certitude. Et on peut comprendre que la période de déconfinement, à la fois pour ceux qui vont bien et qui ont envie de s'extérioriser, puis pour ceux qui ne vont pas bien, qui sont en difficulté, qui ont des problèmes à régler, les élections régionales et départementales ne soient pas leur priorité. Je ne crois pas que ça soit en faisant comme Mme Le Pen, en engueulant les gens de ne pas être venus voter, que ça va les inciter à venir voter. Donc il faut leur parler concrètement des compétences de la région, de ce qu'on peut faire pour eux. Je reviens sur votre question. Moi, que les jeunes normands aillent se former ailleurs, ça ne me pose pas un problème fondamental. Le sujet, c'est qu'il faut qu'ils reviennent, et le sujet, c'est qu'il faut qu'aussi que nos universités, nos grandes écoles normandes attirent beaucoup de monde pour qu'on ait beaucoup d'étudiants, plus d'étudiants sur notre territoire. Mais une grande partie du problème des jeunes Normands aujourd'hui, il n'est pas tant de se former à des niveaux de qualification importants. Les filières existent. Ce qu'il faut, c'est en amener plus à ce niveau-là. Mais on a aussi, sur des bassins d'emploi importants, je pense à la vallée de la Seine, dans l'Eure, beaucoup de jeunes non qualifiés, dont les qualifications ne correspondent pas aux métiers qui recrutent, parce que nous voyons comme candidats et comme élus tous les jours des entreprises qui nous disent qu'elles cherchent à recruter des profils, et il n'y a pas d'adéquation entre ces profils et recherchés et les profils des jeunes ou des moins jeunes qui... Comment y parvenir alors? C'est le rôle de la région, c'est le rôle de l'apprentissage sous la tutelle de l'État, c'est aussi le rôle de la formation. Et la région doit investir massivement sur ces questions-là, en travaillant au plus près des territoires, au plus près des entreprises. Ça a commencé d'ailleurs, il y a des choses qui ont été faites, mais il faut aller encore plus loin pour faire coïncider les formations avec les bassins d'emploi. Hervé Morin, et après on ira voir Cédric. Il y a plein de sujets. D'abord, il y a bien sûr l'information et l'orientation sur les métiers. C'est une compétence que la région a récupérée de par la loi depuis la fin 2019. On a commencé à faire le boulot. Alors, on a eu une période compliquée qui était celle du Covid, puisque, bien entendu, on s'est retrouvés... par exemple, on a fait un immense forum des métiers à Rouen, où il y a eu 20 000 jeunes qui sont venus. On a prévu de faire un tour de Normandie des métiers avec 22 branches professionnelles à partir du mois de septembre. On a créé des ambassadeurs des métiers. Faire en sorte que les jeunes puissent connaître, aller dans les entreprises, que la communauté éducative puisse aussi avoir une autre idée de l'entreprise, donc avoir cette relation entre les enseignants et les entreprises. Faire en sorte que les jeunes collaborateurs des entreprises aillent dans les collèges et dans les lycées pour raconter leur métier. Il faut bien entendu, dans cette question, parler de l'égalité des chances, et il faut parler aussi de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça, c'est le premier sujet. Le second, c'est bien entendu de faire évoluer en permanence la carte des formations. On a ouvert 86 formations nouvelles dans les lycées professionnels. On a formé des formations où on sait que le taux de chômage est à 95% à un an. C'est un scandale d'ailleurs absolument incroyable. Et de l'autre, on a cherché à adapter partout où l'économie, le bassin d'emploi,
le demandait, de mettre en place des formations. Alors c'est long. Quand vous êtes à Vire et qu'on vous dit il nous faut une formation dans les métiers du textile, entre le moment où on détecte le besoin et le moment où sortent les jeunes, il se passe plusieurs années. Dernier sujet, l'apprentissage. On avait dit on va en faire une priorité. Alors on n'a plus la compétence depuis 2019 parce que le gouvernement a considéré qu'on était trop plouc pour s'occuper d'apprentissage et ça a été recentralisé. Mais sur l'apprentissage, avec David Marguerite, on a lancé un Grenelle de l'apprentissage. Depuis 10 ans, l'apprentissage baissait chaque année en Normandie parce qu'en général, la gauche n'aime pas l'apprentissage. N'aime pas, et donc nous avons clairement augmenté le nombre d'apprentis en Normandie de 22% en 4 ans. Mais cet effort-là, il faudra continuer à le faire en permanence, bien entendu. C'est un travail permanent d'adéquation, d'ouverture de nouvelles formations, d'écoute des besoins des entreprises. Et c'est derrière aussi, bien entendu, toute la question de faire venir des jeunes vers des métiers où ils ont de mauvaises représentations. On va continuer. C'est ça le sujet. On va en parler justement de l'emploi. Cédric Langrotte, rédacteur en chef de France Bleu Normandie, je vous le disais, est avec nous pour relayer les questions et les sujets dont justement parlent les auditeurs de France Bleu. Et justement, les jeunes ont des choses à vous dire. Et vous allez voir, mesdames, messieurs, que les préoccupations des auditeurs qui sont allés sur la plateforme Ma Solution que nous avons lancée en début d'année rejoignent exactement les propos qui viennent d'être tenus. France Bleu partout sur le territoire, fort de son maillage de 44 radios de proximité, qui a donc demandé ses propositions, ses avis, ses solutions. 1500 propositions recensées, 80 000 votes pour faire émerger les plus pertinentes dans de nombreuses thématiques, dont celle donc de l'insertion. Marine, par exemple, propose de développer des cours au lycée pour préparer les jeunes à l'entrée dans la vie active en prenant des exemples aussi concrets que comment faire sa déclaration de revenus, que vérifier quand un employeur vous propose un contrat de travail. Stéphane, 54 ans, veut lui qu'on incite davantage les entreprises à embaucher des apprentis et 83% des visiteurs de la consultation Ma Solution lui donnent d'ailleurs raison. Laurent, lui, souhaite que les lycées organisent une journée où les entreprises viennent présenter ce qu'elles font et s'engagent à embaucher les jeunes. L'insertion, l'accès à l'emploi qu'on retrouve donc dans de nombreuses propositions qui résonnent peut-être encore un peu plus après cette crise que nous n'en finissons plus de traverser. On voit donc cette interrogation majeure. Comment la région peut-elle mieux accompagner ce passage des études à la vie professionnelle et ne pas laisser tant de jeunes, ceux précisément qui ne sont pas allés voter dimanche dernier, sur le bord de la route ? Voilà, que proposez-vous, que répondez-vous pour rapprocher ce monde de l'entreprise et ses élèves, deux mondes qui ne se parlent pas, qui ne se connaissent pas. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait, Nicolas May ? D'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de formation professionnelle, tout le monde dit il faut mettre plus en adéquation la formation avec les entreprises, ce qui est une évidence. Voilà, la gauche a toujours tendance, elle, à tenir à l'écart les acteurs du privé, les entreprises, parce qu'elles ont une espèce d'aversion à l'égard de l'économie libérale. Bon. Mais la vérité, c'est qu'il faut non seulement mettre en adéquation l'offre de formation et les orientations avec les besoins des entreprises, en identifiant les filières qui sont réellement pourvoyeuses d'emploi, et là où il y a des demandes, je pense au médico-social, où on a un déficit important de formation en Normandie, et il faut aussi associer les TPE, les PME, les petites entreprises qui créent de l'emploi non délocalisable en Normandie, parce que bien souvent, les grandes structures de formation ont tendance à avoir comme interlocuteurs principalement les grandes entreprises et les grands groupes, alors que les grandes entreprises et les grands groupes ont souvent une logique financière, ce qui n'est pas en soi d'ailleurs critiquable, mais avec parfois pas tellement la volonté de créer de l'emploi durable en Normandie. Or, c'est ça qui nous intéresse. Cédric Langrotte disait, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de passerelle entre le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation, ou très peu. En tout cas, pas suffisamment. Ça, c'est incontestable. Pas suffisamment. Est-ce qu'on accompagne davantage les chefs d'entreprise pour qu'ils puissent accueillir des jeunes en immersion ? Il y avait des propositions avec une obligation d'avoir une semaine de contact. Ça existe. Ça existe, mais comment on fait pour retisser des liens, justement, entre ce monde économique, ce monde de l'entreprise et ces jeunes ? Eh bien, c'est les ambassadeurs métiers qu'on a créés et qu'il faut qu'on mette sur tout le territoire, c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui s'engagent à accueillir des jeunes pendant une journée, une demi-journée. C'est des chefs d'entreprise qui s'engagent à faire venir leurs salariés dans les collèges et dans les lycées. Je vais vous raconter une petite anecdote très courte. Rapido. Une jeune femme seule dans la métallurgie dans cette entreprise qui était à Saint-Romain-de-Colbos. Je vais la voir parce que ce sont des métiers dans lesquels il y a très peu de femmes. Et à chaque fois qu'il y a des femmes, le patron ou le chef, le directeur ou le chef d'atelier dit « c'est la meilleure ».
Et c'est des métiers dans lesquels on a encore quasiment que des hommes. Bien. Eh bien, quand elle s'est mise à parler de son métier de tourneuse, après avoir connu une galère, avoir frappé à la porte de l'entreprise, et cette patronne, comme c'était une femme, a dit « Eh bien, écoutez, je vais vous donner votre chance, et allez-y. » Eh bien, quand elle parle de son métier, elle en parle avec tellement de passion. Bien, cette passion-là, il faut qu'elle la fasse partager aux collégiens et aux lycéens. C'est ce genre de choses qu'il faut bâtir. Et donc, quand on en a 250 aujourd'hui sur le territoire, sur la Normandie depuis 6 mois, il faut qu'on en ait des milliers et des milliers au bout du compte. Mélanie Boulanger peut-être avant, et puis après Laurent Bonnetter. Merci, Monsieur Bonnetter. Bien sûr, il faut rapprocher, en tout cas, il faut que les jeunes connaissent le monde de l'entreprise. Mais je rappelle que l'éducation, c'est fait pour éduquer, pour enseigner, pour ouvrir les esprits. Et ouvrir les esprits vers le monde de l'entreprise, c'est très important. Mais il y a des structures qui existent et qui font très bien ce travail. Des structures dont M. Morin a dit qu'elles étaient inutiles, les missions locales, et des structures comme le Centre régional information jeunesse, dont M. Morin a supprimé les crédits, empêchant un certain nombre d'actions qui sont menées pour les jeunes. Parce que oui, c'est vrai, l'insertion dans le monde de l'entreprise, c'est important quand on est jeune. Mais quand on est jeune, on a envie de s'ouvrir au monde, on a envie de regarder ce qui se passe. Et la seule perspective d'emploi ne suffit pas à rendre heureux un jeune. Il faut qu'il puisse aussi découvrir la culture, il faut qu'il puisse aussi avoir accès à des loisirs, il faut qu'il puisse aussi voyager. Il faut que la Normandie soit attractive pour les jeunes, c'est ce que vous voulez dire. Mais on y reste d'autant plus. Quand vous avez la possibilité de vous déplacer gratuitement quand vous êtes jeune sur un territoire, vous le découvrez davantage, vous vous y sentez beaucoup mieux. Donc, il y a des actes qui ont été faits, des paroles qui ont été prononcées par la majorité sortante qui sont détestables pour les jeunes. Et donc il faut aider, il y a des structures qui le font très bien, et moi j'ai l'intention de les accompagner. Je suis à chaque fois mise en cause, donc il faut quand même que je réponde, parce qu'à chaque fois on m'explique comment il fait. Je rappelle qu'il y a un dispositif qui s'appelle Atout Normandie, 16 millions d'euros par an, accordés aux jeunes jusqu'à 25 ans, qui leur permettent d'acheter des livres, qui permettent d'aller à prix réduit dans une structure sportive, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre. Bon, ça existe. C'est beaucoup plus que ce qu'a promis M. Macron avec ses 300 €, puisque nous, c'est 140 € par an. Bien. Première chose. Deuxième chose, la majorité socialiste... Pas supérieur à 300. Oui, mais c'est 300 sur toute la durée, tandis que nous, c'est 140 par an. La majorité socialiste à laquelle appartient Mme Boulanger n'avait jamais mis en place un système de bourse à la mobilité internationale des étudiants. Il n'y en avait pas. Pas oublié. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Nous avons créé, ça a été notre première décision quand nous avons été à la tête de la région, de créer Passe-Monde. 4000 étudiants, 4 millions d'euros qui bénéficient de ça. Troisième dispositif qu'on a mis en place, pour notamment au lendemain du Covid, 2000 jeunes qui ne trouvaient pas de boulot, sortant de l'enseignement supérieur, à qui on a financé un stage de 7 mois dans les entreprises, les associations, les collectivités, pour avoir un premier pied à l'étrier. On est d'accord. Donc tout ça, il y a des choses qui existent, on peut faire toujours plus. Mais alors, la gratuité des transports, j'adore quand quelqu'un vous propose la gratuité des transports qui coûte 70 millions d'euros à la région, qui n'est fait nulle part, 70 millions d'euros, quand cette même personne qui est dans la métropole, responsable du transport dans la métropole de Rouen, fait payer 89 € pour les moins de 12 ans et 180 € pour les moins de 16 ans. C'est-à-dire beaucoup plus cher que ce que demande la On va donner la parole à monsieur... C'est ce que surtout je ne fais pas dans monsieur le Morin, ressort de ma collectivité. Vous êtes très en avance, donc on va quand même donner la parole à Laurent Bonnetter qui n'a pas encore parlé. Moi j'ai une question aussi à vous poser. Comment garantir justement une même égalité des chances entre un jeune qui habite à Caen ou à Armand et un jeune qui habite dans l'Orne ou dans l'Eure? On sait que les chances ne sont pas les mêmes en fonction de nos campagnes et de nos villes. Comment fait-on concrètement? Je réponds tout de suite à votre question. Je veux quand même revenir en 2 mots sur le débat qui a eu lieu, mais je vais répondre à votre question. Sur la gratuité, moi je suis opposé à la gratuité parce que ce qui est gratuit n'a plus de valeur. Il ne faut pas être dans un monde où on rase gratis et à la métropole, ça n'a effectivement pas été fait. Mais c'est même plus que ça, M. Morin. L'exécutif métropolitain était opposé à la gratuité pendant des années et des années. Il a changé uniquement sous l'influence de ses partenaires verts dans cette campagne-là. Je reviens sur les sujets qui nous ont animés. L'apprentissage, effectivement, est un enjeu très important. Il faut le développer. Le fait qu'il ait été repris au niveau national, ça n'a pas obéré. Au contraire, ça l'a même amélioré, ça l'a
fait grandir l'apprentissage, il y en a de plus en plus. Il faut mieux connecter les lycées et le monde du travail, on l'a dit, et le sujet de l'orientation, et vous l'avez dit, Monsieur Morin, la période Covid n'a pas aidé, donc maintenant il faut vraiment propulser les équipes d'orientation, l'agence d'orientation sur le terrain, pas en créant des structures qui vont coûter de l'argent, mais en allant auprès des acteurs locaux, auprès des acteurs territoriaux, auprès des jeunes pour leur expliquer les formations qui s'ouvrent à eux et pour leur expliquer les métiers qui sont possibles. Et je viens à votre question, parce que la question des stages est une question essentielle. Et qui c'est qui trouve le moins facilement des stages? C'est les enfants des milieux populaires, des milieux défavorisés. Moi, je vois dans ma commune de Caudebec, notamment dans la période Covid, contrairement à beaucoup d'ailleurs d'autres collectivités, j'ai ouvert les portes. J'ai dit, on va prendre les jeunes en stage, parce que les jeunes en stage, s'ils n'ont pas le stage de 3e, s'ils n'ont pas le stage de seconde, s'ils n'ont pas le stage de BTS, ils vont être dans la mouise, excusez-moi l'expression. Et donc, il faut leur ouvrir les portes, des collectivités pour ce qui concerne le maire que je suis, dirigeant d'entreprise, je faisais pareil dans mon entreprise, et il faut leur donner cette chance. Et donc, ceux du milieu rural, ils ont à la fois cette difficulté-là d'être loin des employeurs, loin des stages, mais ils ont en plus la difficulté de la mobilité. Ce n'est pas la gratuité des transports qui va régler leurs problèmes de mobilité, puisque les transports, ils ne les ont pas. Donc il faut développer des solutions innovantes au plus près de nos concitoyens de transport. La question du jeune apprenti qui doit prendre un poste le matin à 6h30, à 7h30 dans une entreprise à 50 km de chez lui, ce n'est pas la gratuité des transports qui va la régler, c'est l'investissement dans les transports. Et quand on rend les choses gratuites, on a moins de recettes et on investit moins. Ce dont ont besoin les Normands et les Normands d'aujourd'hui, et notamment les plus jeunes, c'est d'investissement massif dans les transports. Il y a encore des difficultés, il y a des choses qui ont été faites, mais il y a encore des difficultés. Et donc, il faut garder les crédits pour investir, pas pour le jeter par les fenêtres en gratuité. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur, a-t-il dit, vient-il de dire. Vous pouvez me rappeler le coût de l'école? L'école, c'est gratuit. Et pourtant, l'école, ça a énormément de valeur. À un moment, quand l'école est devenue gratuite, eh bien oui, ça a été des choix. Et on a continué d'investir dans l'école et on est fiers et heureux qu'en France, l'école soit gratuite. Donc, l'école. Avec les socialistes, c'est extraordinaire parce que tout est toujours gratuit. Sauf qu'à la fin, ça se traduit dans les impôts. Et c'est comme ça qu'on a un pays qui a le niveau de fiscalité. Non, mais bien sûr que justement, c'est d'ailleurs l'incohérence de votre projet. Vous nous dites il faut que les transports soient gratuits, sauf que la région n'ayant pas de leviers fiscaux, ça c'est grâce au gouvernement dont M. Morin faisait partie qui a supprimé l'autonomie fiscale des régions. Eh bien, évidemment, elle n'a pas la possibilité. La région n'a absolument pas la possibilité de le mettre en œuvre. Mais surtout, on a déjà en France un niveau. On a déjà en France un niveau d'impôt qui est confiscatoire. On est à 47% du PIB en prélèvement obligatoire, ce qui fait de nous un des pays les plus imposés au monde. Et toute la solution miracle des socialistes, c'est d'augmenter encore les impôts en multipliant la gratuité dans tous les domaines. On va enchaîner, si vous voulez bien, parce que le sujet du transport, c'est très simple. C'est qu'il faut enfin avoir une offre de transport de qualité. Il faut enfin faire le bras de fer avec l'État. C'est le contraire de ce qu'a fait M. Morin, pour que les investissements soient faits. On va revenir sur la jeunesse du premier tour, s'il vous plaît. En matière de transport. Non mais attendez, Monsieur Bay, moi, je dois dire que je trouve ça assez fascinant. Il a son camarade d'à côté des Hauts-de-France, Monsieur Chenu, qui a expliqué à Xavier Bertrand pendant 2 minutes 30 qu'il fallait faire comme Hervé Morin. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il était encore pire que vous. Il a dit qu'il était encore pire que vous. C'est pas la même chose. Je vous invite à regarder cette pastille parce qu'elle est exceptionnelle. C'est-à-dire que son camarade d'à côté explique que le bon modèle, c'est celui de la Normandie. Mais bon, Monsieur Bell n'a pas dû avoir la même. On va parler de Xavier Bertrand. Attendez, on va finir sur la jeunesse et pas aller sur les transports. Non mais si on résume très rapidement sur les transports. On s'entend plus en fait. On a eu la régionalisation des lignes intercités, les lignes entre Paris et la Normandie. Le résultat, c'est qu'on obtient des trains tout neufs, ça c'est vrai. C'est le chèque de solde de tout compte de l'État. Mais la contrepartie, non mais attendez, la contrepartie, c'est qu'il n'y a pas un investissement massif qui est fait pour l'amélioration des voies, c'est-à-dire la durée des On va s'arrêter là, on va parler d'autre chose. Nicolas Bay, on va parler des préoccupations des Normands. Par an est à la charge des Normands, alors qu'avant c'était l'État qui payait. On va parler des préoccupations des Normands. Parce que le transport, effectivement, on peut dire un mot sur la jeunesse. Sur la jeunesse, rapidement. Une proposition concrète qui n'est pas la gratuité, la garantie Jeune Avenir. Nous proposons toutes les missions sur la jeunesse. Une somme de 3 000 € ouverte par jeune normand pour leur permettre de financer leur projet. Ce n'est pas de la gratuité, c'est de dire on investit pour son avenir, on finance un permis de conduire, on finance une création d'entreprise, on finance C'est un prêt ou c'est une allocation? C'est une somme mise à disposition des jeunes normands. C'est pas un prêt, c'est évidemment pas un prêt. Ah, c'était un prêt non, ça n'a jamais été un prêt. Non, relisez mon programme, Mme Boulanger, vous ne l'avez pas, c'est lu. On a compris vos propositions pour les jeunes, mais
regarde les préoccupations des Normands, sur quel thème souhaite-t-il que la région intervienne? C'est un sondage qui nous a été publié ce week-end, un sondage Méfiez-vous des Ipsos. sondages. Pardon? Méfiez-vous des sondages. Oui, on l'a vu, oui, c'est vrai. Mais bon, ça donne quelques indications. Mais là, il y a quelques enseignements. Quand même. Les préoccupations des Normands. La délinquance est citée par 40% des interrogés. L'immigration arrive derrière pour 29% d'entre eux. Le chômage ensuite, 26%. L'environnement, 24%, le pouvoir d'achat, et la santé est à 19%. On va accueillir de nouveau Cédric Langrotte, rédacteur en chef de France Bleu Normandie. Vous avez recueilli, Cédric, plusieurs reportages qui témoignent justement des préoccupations des Normands, et ce n'est pas forcément dans les champs de compétences de la région. Oui, avec ces propositions des auditeurs et internautes de France Bleu, notamment en Normandie, on a parlé de l'insertion de la jeunesse, mais la consultation Ma Solution a aussi recensé de très nombreuses propositions donc, sur la thématique de la santé. Aurélien, par exemple, nous dit qu'il faut redévelopper les points santé dans les villages à moins de 5 à 10 km maximum des zones marchandes. Maxence recommande de donner davantage d'autonomie au CHU dans les régions. Stéphanie recommande, elle, la suppression carrément du numerus clausus à l'issue des études de médecine pour lutter contre les déserts médicaux. Et sur cette thématique, c'est la proposition d'Antoine, 17 ans à peine, qui a recueilli le plus de votes. Il faut mettre en place des centres médicaux ruraux. Cette préoccupation donc centrale pour les internautes de France Bleu. Que peuvent les collectivités et donc la région pour lutter contre les déserts médicaux? Voilà, encore un jeune qui a une bonne idée. Mélanie Boulanger, qu'en pensez-vous? Est-ce que la région doit s'impliquer davantage dans les politiques sanitaires? On l'a vu pendant la crise du Covid, il y a eu l'histoire des masques. Il y a même eu des présidents de région qui éventuellement envisageaient d'acheter des vaccins. Est-ce que ça doit être le rôle de la région de prendre en main ce thème-là aujourd'hui? Oui, il faut que la région s'implique davantage sur les questions de santé. Parce que l'État est défaillant, donc il faut qu'on arrive à résorber les zones où il n'y a pas de médecin, où il est difficile d'avoir accès à un ophtalmo, à un dentiste, ou quand vous avez des structures sur le territoire de ma commune, j'ai des structures de personnes en situation de handicap qui ont besoin de kinés et qui ont des difficultés à avoir accès à des kinésithérapeutes. Donc il faut que la région puisse s'impliquer davantage dans ce sujet-là. Bien sûr, l'État doit garantir l'équité. La question de la sécurité était évoquée par les publics recensés. L'État doit continuer à faire son travail. Il y a des missions régaliennes qui doivent continuer à être assumées par l'État et c'est extrêmement important. Mais en matière de santé, je crois que sur le maillage territorial et sur la présence territoriale, la région doit pouvoir salarier des médecins, financer des maisons de santé pluridisciplinaires. Le président va dire qu'il le fait déjà, mais il faut le faire là où c'est utile et là où c'est performant. Parce que si vous n'avez pas, là où il n'y a pas de médecins qui sont volontaires pour s'associer dans une telle structure, ça ne sert à rien de financer la structure. On le fait pas, et il faut aussi agir beaucoup en matière de prévention. Et là, on est sur une région où on a une mortalité plus jeune et donc les questions de prévention sont essentielles également au titre des salariés des médecins, vous dites, est-ce que la région a pour mission de payer des médecins après avoir proposé de payer des vaccins, des masques? Est-ce que demain les départements le font? C'est pas exactement le département le font. Les vaccins, en l'occurrence, c'était pas possible légalement. Sur le salarié des médecins. C'est la question qu'on se pose aussi aujourd'hui. Le premier qui a porté ce sujet, il faut lui rendre hommage, c'est Sébastien Jumel. Ce sujet, il n'est pas idéologique. Le maire PS de Cherbourg l'a fait, le président de droite du conseil départemental de l'Orne l'a fait, et le maire, le président de l'agglomération de Lisieux et le maire ensemble, et pourtant ils ne s'entendent pas sur d'autres sujets, mais là-dessus ils se sont entendus à Lisieux, l'ont fait, et un des deux est de droite et l'autre est macroniste. Comme quoi, ce n'est pas un sujet idéologique. Le sujet, on l'a dit tout à l'heure, il y a eu longtemps un numerus clausus sur les médecins, donc en France, il n'y a pas assez de médecins généralistes. Les médecins généralistes n'ont, pour une grande partie d'entre eux, plus envie d'exercer leur métier dans les mêmes conditions très difficiles qu'étaient celles du passé. Et pas forcément envie d'aller dans les territoires ruraux aussi. Mais alors, à nous de les inciter. Donc, les maisons de santé sont une des réponses, mais elles ne répondent, comme le disait justement Mme Boulanger tout à l'heure, ça ne répond qu'aux endroits où il y en a déjà. Là où il n'y en a pas, évidemment, c'est des coquilles vides. Donc, salarier des médecins sur les territoires, les rendre mobiles, c'est ce qu'a fait le président du conseil départemental de l'Orne. Ça, c'est utile. Et il y a évidemment des recettes en face, puisque... Mais comment on les fait venir? Parce que les financer, ça c'est une chose. Les départements salariés des médecins. Mais ça correspond à leur souhait de vie. Ça correspond à un souhait de vie. Les médecins sont très nombreux à nous dire qu'ils souhaitent
plutôt Être salarié. ce rythme-là, cette vie-là, avec moins de contraintes, moins de paperasse et un service public de la médecine rendu au plus près des Pour territoires. chiffrer les choses, Laurent Bonnater, très Mais pas la concret. région. La région, elle aide, elle finance. Mais C'est évidemment les chiffrer les territoires choses. qui doivent porter ça. Un médecin généraliste payé par la région. Non, la région finance les territoires qui organisent. Il n'y a pas le même besoin au centre de Caen, au centre de Rouen, qu'il y a le besoin dans le pays d'Auge, dans le pays de Bray, dans le pays de Caux. C'est évident. Combien de Les médecins- territoires qui ont besoin. Combien de médecins Hervé Morin en prend en charge? 200, vous avez dit, je crois. Non, mais c'est c'est Sébastien Sébastien Jumel. Jumel qui voulait financer 200 médecins. Nous, on a c'est dit pas- 100. Non, mais les départements aujourd'hui salarient des médecins. Dans les PMI, il y a des médecins qui sont salariés ça du va- département. Donc on a l'impression qu'on découvre une mesure, mais qui existe déjà depuis longtemps. Donc c'est pour les enfants, la protection maternelle infantile, mais la région peut s'y mettre parce qu'il y a des déserts médicaux. Donc il faut que la région salarie des médecins. En Nicolas réalité, Bay. il faut arrêter de s'attaquer aux conséquences et il faut essayer de traiter les causes. Parce Oui, qu'une c'est collectivité parler comme la région, qui a un budget important, qui peut avoir une vision à long terme, elle ne doit pas réfléchir à salarier des médecins, à créer de l'emploi public encore et toujours, et donc créer de la fiscalité derrière, etc. Il faut sortir de ce modèle-là. Il faut créer les conditions de l'installation des médecins en Normandie. Alors, Mais c'est vrai comment qu'il n'y a pas assez de médecins qui ont été formés, ça a été dit parce que l'État avait serré le numerus clausus. Mais maintenant, ce qui va faire qu'un médecin va s'installer en Normandie, eh bien, c'est l'attractivité de la Normandie. Et donc, les territoires ruraux enclavés, il faut les désenclaver. C'est l'irrigation ferroviaire, l'irrigation routière, l'irrigation numérique, le développement de la fibre, qui va créer les conditions favorables pour que des médecins, et notamment des jeunes médecins, vont avoir envie de s'installer en Normandie. Alors que si on est dans le modèle de gauche de l'assistanat, qui consiste à dire bon, on va salarier des médecins sur fonds publics et on va faire exploser les impôts, eh bien, Mais on a jamais tout essayé, on fera Nicolas Bay. les On a grands essayé investissements qui les sont campagnes de nécessaires, qui vont promotion. donner à la fois l'attractivité économique et touristique aussi d'ailleurs à la Normandie. Donc le rôle de la région, c'est de propulser la Normandie pour qu'elle soit compétitive, attrayante, sur 20, 30, 40, 50 ans. Alors évidemment que de temps en on a temps, il faut besoin de apporter... médecins maintenant, donc D'accord, dans mais- 50 ans, c'est D'accord, bien, mais mais, il faut évidemment apporter des réponses concrètes immédiates, des aides à l'installation de médecins dans les zones rurales, essayer de bien que manqué, les tout locaux ça. soient accessibles, que les coûts soient pas trop élevés, les charges fixes, les conditions... Mais ça, c'est déjà le cas, Nicolas c'est Bay. déjà C'est existé. Bien déjà sûr, le mais, cas. mais les maisons de santé, c'est un bon modèle, mais en réalité, dans l'absolu, on doit créer les conditions de l'attractivité de la Normandie pour qu'une médecine libérale qui s'installe. Parce que sinon, on renonce finalement totalement au développement de la Normandie. Et à ce moment-là, on va avoir la puissance publique qui passera son temps à intervenir hors compétence dans tous les domaines, donc la région va s'occuper de tout. Et si on s'occupe de tout, on ne s'occupera plus de rien correctement. Parce qu'en réalité, les ressources de la région, elles ne sont pas illimitées. On est totalement tributaire des dotations de l'État. On a déjà un champ de compétences très large, le développement économique, le ferroviaire et les lycées. Donc, à un moment donné, la région, contrairement à ce que certains disent, ne peut pas tout faire dans tous les domaines. Mais ça, c'est un mensonge. Qu'est-ce que vous dites à un habitant qui se trouve à plus d'une demi-heure d'un centre hospitalier, qui n'a pas forcément un médecin dans sa commune? Qu'est-ce que vous lui proposez? On a connu cette épidémie de Covid avec des gens qui ont décroché, qui ne sont pas allés se faire suivre médicalement. Laurent Bonnater, qu'est-ce que vous proposez à ces gens-là qui se sentent un peu isolés? Nous, notre proposition, elle est claire, je la redis, c'est de soutenir les territoires qui proposent le salariat des médecins. Et donc la région peut aider. Par ailleurs, il y a d'autres équipements de santé qu'il faut soutenir. Nous avons des très grands équipements de santé, les CHU, CHI, les centres anticancéreux. Il y a notamment un gros projet sur le centre Becquerel à Rouen qu'il faut soutenir. Mais c'est programmé. hein. Donc il faut le faire. Oui, nous le ferons. Il faut le Pas soutenir. de problème. Il faut le soutenir. Et donc, la question de la couverture médicale et par ailleurs de la recherche médicale et de la qualité de l'offre de soins et de l'offre de recherche et d'études médicales qu'on propose, on a une chance à Rouen, c'est d'avoir un niveau de recherche en santé de très haut niveau avec des chercheurs très reconnus. Il faut consolider tout ça et continuer à le développer. Hervé Morin, sur cette question des déserts médicaux, est-ce que la région doit aller plus loin? Est-ce qu'elle doit aller plus loin que, par exemple, ce que fait le département avec les PMI dont parlait Mélanie Boulanger? Est-ce que c'est son rôle, s'il y en a besoin? Bon, d'abord, il faut quand même arrêter de raconter que la région va tout régler à elle seule, en oubliant que ce sont des compétences qui, normalement, sont du domaine de l'État. Tout à fait, mais c'est pour ça qu'on se pose la question. Premier point. Deuxième point, nous avons, nous, des champs de compétences. Le premier, c'est ce qu'on appelle les professionnels paramédicaux. Ça, c'est du domaine de la région. C'est 50 millions d'euros de budget par an, pour que vous ayez une idée. C'est-à-dire les instituts de formation soins infirmiers, les instituts de formation pour les aides-soignantes. On en forme
100 de plus cette année, 800 sur les 2 prochaines années. Il y a toutes les professions paramédicales, kinés, etc. Bien, là, on a augmenté de 390 les places en Normandie. On arrive à les garder une fois qu'ils sont formés? Pour lutter contre la désertification médicale, nous remboursons la formation des kinés qui s'installent soit dans les services publics, soit dans les déserts médicaux. Troisièmement, il n'y avait pas d'école d'audioprothésistes en Normandie. Nous avons créé, sur budget régional, une école d'audioprothésistes. Il n'y avait pas d'école d'orthoptistes. Nous créons l'année prochaine une école d'orthoptistes. Donc, il y a eu des choses de fait déjà sur l'environnement médical. On a fait en sorte ensuite de financer avec les départements, avec les collectivités, les maisons de santé. Quand j'entends des maisons, des structures vides, je rêve. Il n'y a pas de maison de santé qui est créée en Normandie s'il n'y a pas un projet médical avec des médecins. Et les maisons de santé, ça marche. Dans mon coin, à Épeigne ou à Cormeilles, on est obligé d'agrandir à Cormeilles la maison de santé où il y avait quasiment plus de médecins parce que les maisons de santé, ça attire bien les médecins et les professionnels paramédicaux. Quand on rentre dans les fenêtres, il y a un gros panneau, on cherche un médecin. Oui, mais ça, c'est le médecin. Il y a une maison médicale qui est en... Attendez, je termine. Attendez. Mélanie Boulanger va réagir. Vous voulez parler d'avenir. Vous êtes très en avance. Ce n'est pas automatique. Quand on écoute les non. professionnels de santé, ils disent de façon affirmative que pour une part d'entre eux, la réponse maison de santé est une bonne réponse, mais pour une autre part, ce n'est pas une bonne réponse. Quant au remboursement des frais d'études des étudiants master kinésithérapeutes, franchement, allez les voir, allez leur parler parce qu'ils ne vous diront pas du tout la même chose, parce que le système que vous avez mis en place, en fait qu'ils vont payer des impôts sur l'argent que vous allez leur rembourser. Donc oui, allez les voir, vous allez voir, vous allez bien être renseignés. Je les ai rencontrés et ils sont très fâchés après la région. Et voilà une catégorie d'étudiants qui est formée en Normandie et qui n'a pas envie d'y rester. Alors quand on regarde les préoccupations, on va essayer de dérouler cette émission, des Normands, on a cité la santé, effectivement, on l'a évoqué. Il y a aussi des compétences qui ne sont pas du ressort de la région, l'immigration, la sécurité. Est-ce que Hervé Morin, c'est quelque chose que la région pourrait récupérer La lutte quoi? Contre l'immigration clandestine? Non, la sécurité. Ah bon, d'accord. Quand on regarde les préoccupations... Il faut arrêter. Je veux dire, ça, c'est pas... Il faut quand même que l'État, un jour, soit sur ses missions régaliennes et s'en occupe. Le jour où l'État s'occupera de ses missions régaliennes et laissera aux collectivités, ça sera la proximité, la France marchera mieux. Bien. Sur la sécurité, nous, ce qu'on a fait, les lycées. On a investi 30 millions d'euros. Là où les lycées ont demandé la vidéoprotection, on leur a mis la vidéoprotection. On a revu l'ensemble du système de clôturage, etc. des établissements. 30 millions d'euros. Pour l'avenir, nous disons très clairement les choses. Nous allons créer un fonds de dotation qui permettra de financer les collectivités, communes ou intercommunalités, qui décideront de développer la vidéoprotection, de mieux équiper les polices municipales, de bâtir des centres de supervision là où elles le souhaitent, et enfin sur la formation des polices municipales. Parce qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet qui est des fonctionnaires territoriaux dont on n'offre pas les formations qui conviennent, et donc comme c'est une compétence sur laquelle la région est déjà naturellement, puisque c'est quand même 300 millions d'euros de budget par an, la formation, même s'il s'agit de fonctionnaires municipaux et que normalement ça dépend d'un centre qui s'appelle le Centre de la fonction publique territoriale, eh bien, porter des formations sur la police municipale. Mais quand on voit certaines régions qui s'interrogent sur la nomination d'un vice-président chargé de la sécurité... Il n'y a pas besoin, on ne va pas créer des vice-présidents en tout. Je prends l'exemple des Pays de Loire qui proposent justement... Non, mais la question, ce n'est pas de nommer un vice-président. Le sujet, c'est d'avoir un président qui le décide et ensuite des conseillers régionaux qui peuvent être des conseillers régionaux délégués qui s'occupent de l'histoire. Il n'y a pas besoin d'un vice-président. Apparemment, Hervé Morin a très bien lu notre programme. Très en avance, la proposition que vous venez de faire est mot pour mot celle qui est dans notre programme. Mon programme a été diffusé avant le vôtre. Oui, mais c'était pas dedans. Mais si, c'est dedans. C'était pas dedans, M. Morin. Vous avez dit la même chose la semaine dernière. Comme ça. Nicolas B. Et les macronistes de gauche qui se querellent pour savoir ce qu'ils vont faire en matière de sécurité. Nicolas B, tout à l'heure, vous disiez que la santé pouvait coûter cher à la région. Est-ce que la sécurité, c'est la même chose du coup? En réalité, on a une situation qui est la suivante, que vous avez décrite. La sécurité est une des préoccupations premières des Normands et des Français d'une manière générale. On a une collectivité en face, la région, qui dispose d'un budget de 2 milliards d'euros par an. Et un constat, parce que Hervé Morin nous a présenté ce qu'il voulait faire dans la prochaine mandature s'il était élu. Mais c'est une manière de nous dire tout ce qu'il n'a pas fait.
depuis qu'il est élu. C'est-à-dire qu'en réalité, mis à part la vidéoprotection sur les lycées, qui représente 20 millions sur 2 milliards, il n'a rien fait, rien, 0 € dépensé pour la sécurité des Normands. Or, c'est un sujet majeur de préoccupation où la région doit évidemment intervenir. Alors, on nous dit que la sécurité n'est pas une compétence régionale, mais monsieur Morin, la paix dans le monde, c'est une compétence régionale, et pourtant vous faites un pince-fesse chaque année, Normandie pour la paix, qui finit par nous coûter des centaines de milliers par an. Acheter des masques, c'est pas une compétence régionale, vous l'avez fait, vous avez raison de le faire, et toutes les régions l'ont fait d'ailleurs. Bon, donc en réalité, on doit intervenir. La sécurité dans les trains, c'est évidemment de compétence régionale. La sécurité dans les gares, c'est un domaine de compétence régionale. Et moi, ce que je propose, c'est une sûreté ferroviaire régionale, une sorte de police des transports. D'autres régions l'ont fait, je pense à l'Île-de-France. On sait très bien aujourd'hui que la délinquance, elle se concentre à la fois dans les transports, très largement, et donc il faut intervenir. C'est vrai dans les lycées, aux abords des lycées, notamment les trafics et les raquettes. Et enfin, elle se développe dans la ruralité. Vous allez mettre des policiers de la région autour des lycées. Je ne parle pas de ça, je parle d'une police des transports. Vous êtes un peu bouché. Non, mais là, vous parlez des trafics à la sortie des lycées. Vous avez du mal. Vous allez vous en occuper aussi? Non, je dis simplement que avoir des agents de sécurité qui surveillent les abords des lycées, c'est pas totalement incongru. Vous voyez, quand vous avez des centaines et des centaines de personnels de la région qui sont dans les lycées, c'est normal. On peut en avoir qui s'occupent de la sécurité. C'est pas totalement incongru. Bon, je termine. La sécurité aujourd'hui, elle se déplace des zones urbaines vers les zones rurales. Les petites bourgades aujourd'hui sont touchées aussi par l'insécurité, de plus en plus. Est-ce qu'on attend que ce soit dramatique ou est-ce qu'on intervient déjà maintenant? Et moi, je crois que c'est important. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Quand des polices municipales, comment la région peut-elle intervenir? Eh bien, moi, je propose un bouclier. Et accompagner les communes, puisque vous parlez des communes. Je propose un bouclier sécurité normand, assez simple, d'accompagnement des collectivités locales. Quand une petite ou une moyenne commune, qui n'a pas un budget considérable, veut développer sa police municipale, investir dans la police municipale, eh bien, pour chaque euro versé par cette collectivité, la région pourrait accompagner par 1 €. C'est-à-dire aider au développement des polices municipales. C'est vrai qu'on pallie les carences de l'État. C'est tout à fait vrai. Normalement, dans un pays bien géré, c'est l'État qui assure la sécurité publique et les régions n'auraient pas à s'en mêler. Mais on est à une situation tellement grave que tout le monde comprend bien que sans sécurité publique, il n'y a pas d'attractivité économique, il n'y a pas d'attractivité touristique. Et donc, on ne peut pas négliger une question aussi fondamentale. Et je terminerai sur l'immigration. C'est vrai que ce n'est pas du tout, alors là, pour le coup, un sujet de compétence régionale. Et je ne reproche rien dans ce domaine à Hervé Morin, sauf une chose. C'est qu'il faut... On ne va pas lutter contre l'immigration clandestine en Normandie, ça vous avez raison, ce n'est pas le domaine de la région. En tout cas, c'est ce que devrait faire l'État, il ne le fait pas, mais la région ne peut pas intervenir. En revanche, il faut arrêter de subventionner à tort et à travers des associations qui soutiennent l'immigration clandestine. Par exemple, la Ligue des droits de l'homme, par exemple, les Amis du Printemps arabe, la Planète Réfugiés droits de l'homme. Tout ça, c'est des subventions régionales, 1 000, 5 000, 10 000 € pour les uns et les autres, tout au long de votre mandature. Ça représente des sommes astronomiques à la fin. Et en réalité, ce sont des associations immigrationnistes qui encouragent et facilitent l'immigration, y compris illégale. En dehors des compétences. Mélanie Boulanger. D'accord, mais c'est des subventions régionales. Alors, on ne peut ne pas en parler. C'est un tabou. Sauf que c'est directement. On parlait de sécurité, on essaie de. Oui, mais c'est directement de la. Mélanie Boulanger. On évoquait la question de la sécurité. Des questions de sécurité. On évoquait la question de la sécurité et forcément, il est lié dans la bouche de M. B, l'immigration. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas lié, vous? Non, je pense que c'est vous avez de l'humour, Mme Boulanger, c'est bien. Oui, non, j'ai pas. Vous pensez que l'immigration et la sécurité n'ont aucun lien? Est-ce que vous pouvez me laisser finir? Je ne vous ai pas coupé. Sur la sécurité, la région peut accompagner en termes d'aménagement du territoire là où c'est nécessaire, mais quand même. C'est quand même une compétence du gouvernement, c'est quand même une compétence de l'État. Et aujourd'hui, les moyens manquent. Et à la fois en matière de gendarmes, de policiers, il y a vraiment des effectifs qui font défaut. Les policiers sont en souffrance, les gendarmes aussi, parce qu'ils ne sont pas remplacés, ils accumulent des heures supplémentaires de façon trop nombreuse et ils ont une vraie difficulté à assurer leur mission sur le terrain. Alors c'est une compétence de l'État, on l'a bien compris, mais est-ce que vous, à la tête de la région, vous pourriez accompagner l'État, justement, dans ses missions on l'accompagne, en fait, de fait, on l'accompagne. Est-ce qu'on force l'État à créer des postes de policiers ou de gendarmes dans la région? Si vous êtes présidente demain de cette région Normandie... Mais moi, j'écris très régulièrement à M. Darmanin, avant à M. Castaner, avec mes collègues de la métropole, pour lui demander des effectifs supplémentaires. C'est quand il y a un drame que ça réagit, et encore, pas vraiment. C'est affirmé depuis plusieurs années qu'il y a un déficit d'une quarantaine d'hommes sur le secteur rouennais.
Les dernières nominations, elles ont été pour d'autres secteurs. Sans doute que ces autres secteurs avaient besoin d'hommes, mais pas une nomination pour le secteur. Et ce sont d'après vous les effectifs qui vont régler ces problèmes d'un secteur. Mais les effectifs règlent parce que du bleu dans la cité, du bleu dans la rue, eh bien ça aide et ça accompagne. Ce n'est pas normal qu'il manque d'effectifs. Et puis il faut, là comme dans la santé, agir sur les questions de prévention. En matière de sécurité, c'est quand on prévient. Aujourd'hui, on parlait de jeunesse tout à l'heure, les réseaux sociaux font des ravages dans la jeunesse et entraînent de l'insécurité. Si on arrive avec de la présence humaine dans les lycées, renforcée, là je trouve que ça serait plus utile, eh bien on préviendrait davantage aussi certains phénomènes de violence qui sont inquiétants et dangereux pour la jeunesse notamment. Est-ce qu'il faut ouvrir une enveloppe budgétaire plus importante pour la sécurité aujourd'hui? Est-ce que la région doit faire ça, Madame Boulanger? Moi je considère qu'une caméra n'a jamais remplacé un humain, une caméra permet de retrouver un auteur. Parfois c'est utile, j'en ai mis dans ma commune et ça peut s'avérer utile. Mais je préfère la présence humaine et donc il faut accompagner là où c'est nécessaire. Laurent Bonneterre, que proposez-vous? Financer, aider les communes à financer des caméras de surveillance. Oui, clairement, c'est une proposition que vous retenez? C'est pas une proposition que je retiens, c'est une proposition que j'ai faite et dont je vois qu'elle est reprise très largement. Donc je m'en félicite. Le bouclier sécurité normand que nous proposons, c'est de l'aide de la région aux collectivités qui investissent. Je comprends que Mme Boulanger n'est pas très à l'aise sur les questions de sécurité. Elle a des problèmes de sécurité à régler dans sa propre commune. Et puis elle a surtout des alliés, les écologistes qui sont opposés et qui s'opposent en permanence à Rouen au déploiement des caméras de vidéoprotection. La vidéoprotection, moi je l'ai déployée il y a 7 ans dans ma commune. Une commune qui avait des problèmes de tranquillité, pas de sécurité grave, mais de tranquillité. J'aurais aimé avoir plus de soutien financier. J'en ai eu un peu de l'État. Il y avait un fonds, il y a toujours un fonds d'ailleurs qui sert à ça. La région aurait pu évidemment nous aider. Et des problèmes de sécurité, il n'y en a pas que dans la métropole de Rouen. J'entends qu'on parle beaucoup de la métropole de Rouen, mais les effectifs et les moyens, il en faut aussi à Flers, il en faut à Argentan, il en faut à Alençon, il en faut dans beaucoup de nos communes normandes. Il y a eu des incidents très graves à Flers il y a quelques jours. Le maire. Il n'y a pas eu qu'à Flers. Oui, non, mais je pense à celui-là parce que. Évreux, il y a eu à Cherbourg, il y a eu plusieurs villes, effectivement. Voilà, donc Saint-Clair. La région Normandie ne peut pas se tenir éloignée de ces sujets-là. Évidemment, les effectifs de police nationale et de gendarmerie qui ont commencé à croître un peu, mais on partait de tellement loin, il y avait eu tellement de suppression d'emplois, notamment à l'époque du gouvernement de M. Sarkozy, qu'il faut que ça remonte, les effectifs, mais on ne peut pas désengager les communes de la sécurité, et les communes, ce sont les partenaires territoriaux de la région, avec les intercommunalités, pour déployer ces moyens-là. Moi, je l'ai fait dans ma commune, ça fonctionne, et pour une fois, je suis d'accord avec M. B sur un sujet, c'est que quand on assure de la sécurité et de la tranquillité, on peut faire du développement économique, du développement médical. Ça coûte combien la sécurité, justement, dans le budget d'une région, très concrètement? Est-ce que vous avez estimé ça? Nous, on l'a budgété. Nous, on a dit 8 millions par an pour doter des fonds de caméras vidéoprotection et des équipements municipaux. Mais comme c'est une contractualisation, on verra en fonction des demandes. C'est la même chose que les médecins. Il ne faut pas les mettre des médecins salariés là où il n'y en a pas besoin. Les projets de sécurité, il ne faut pas les déployer là où il n'y a pas de demande du territoire. Vous mettez combien dans le budget? Pour vous donner une idée, nous signons avec les intercommunalités ce qu'on appelle des contrats de territoire. Nous avons accordé 520 millions d'euros aux communes et aux intercommunalités pour leurs grands programmes d'équipement, leurs grandes infrastructures. Donc, en clair, ça fait à peu près 100 millions par an. Donc, il n'y a pas de débat de faire en sorte que, dans le cadre de cette enveloppe, il puisse y avoir une enveloppe consacrée à la sécurité. Nous proposons 10 millions d'euros par an. Alors, on arrive pratiquement... Ma proposition, vous voulez augmenter un peu. On arrive pratiquement à la fin de ce débat. Vous allez avoir une majorité, ça tombe bien. Vous allez avoir une minute, un peu plus d'une minute, 1 minute 30, tiens, pour conclure et nous dire quelle sera votre première décision une fois à la tête de la Normandie. On va prendre l'ordre alphabétique à l'envers du début de l'émission. Hervé Morin. Une minute. Une minute. Ma première décision est extrêmement simple, puisqu'on a évoqué un sujet, mais qu'on n'a pas eu le temps de développer les propositions. Ce sera très clairement de faire voter par le Conseil régional l'engagement sur un schéma régional de santé avec l'État. Les premières réunions sont d'ores et déjà programmées pour bâtir ce schéma régional de santé et faire en sorte que nous votions une autorisation de programme de 200 millions d'euros pour participer à la modernisation des hôpitaux, au développement de l'offre de soins, à la construction de 2 maisons des femmes pour accueillir à Elbeuf et à Caen
des femmes qui sont souvent atteintes de violences, et enfin pour demander aux collectivités d'ouvrir des maisons de répit pour permettre aux familles atteintes par la maladie d'Alzheimer d'avoir une structure qui puisse accueillir ces personnes sur des temps limités. Voilà la première mesure que je prendrai dès le mois de juillet. 1 minute tout pile, parfait. Mélanie Boulanger, quelle serait votre toute première mesure si vous étiez élue, première présidente d'ailleurs de la région Normandie? C'est ce que je souhaite. Et ce que je ferai en premier, en priorité, c'est de convoquer un comité régional de relance de l'activité locale avec tous les acteurs du territoire qui sont impliqués dans la relance, à la fois les acteurs du monde économique, les collectivités, le monde associatif, pour qu'on regarde très vite et très concrètement les mesures qui s'imposent dès maintenant au sortir de cette crise et accompagner celles et ceux qui en ont besoin. Et j'espère que nous aurons l'occasion de le faire si les électeurs nous font confiance dimanche. Alors on va continuer le tour de table. Laurent Bonneterre, en cas de victoire de votre liste, demain, quelle décision prendrez-vous ? Alors d'abord, une première démarche, aller à la rencontre des personnels de la région sur leurs différents sites, à Rouen, à Caen, partout, les voir. Ça me paraît la moindre des choses lorsqu'on devient président d'une collectivité, c'est ce que j'ai fait lorsque je suis devenu maire, on va voir les agents qui rendent le service public. Première mesure, tout pour l'emploi, un plan de relance normand, région, avec l'État. On n'a pas assez à travailler avec l'État ces dernières années, on travaille plus avec l'État, avec les intercommunalités, on relance l'économie, on solidifie l'emploi. Là, parce qu'on a deux sujets, on a ceux qui n'ont pas d'emploi et qui en cherchent, et on a des employeurs qui cherchent des employés, je l'ai dit tout à l'heure. Donc il faut mobiliser les services de la région avec leurs partenaires, tout pour l'emploi. Et puis un dernier mot sur ce qui va se passer dimanche, le deuxième tour des élections. Quand on voit le résultat du premier tour, on peut se dire c'est joué, le président sortant est très en avance, il est connu, il y a eu très peu de participation. Je pense que rien n'est joué, il faut que les Normandes et les Normands aillent voter massivement, l'ordre n'est pas établi, il ne faut pas qu'il y ait en région Normandie d'hégémonie, il faut qu'il y ait des garde-fous, il faut qu'il y ait une manière de travailler peut-être un peu plus moderne, un peu plus dynamique, un peu plus proche du territoire, et la proximité de la région avec ces territoires, moi c'est ce que j'entends incarner avec l'équipe de large rassemblement que je conduis. C'est peut-être ma culture d'élu local et de chef d'entreprise, c'est ça qui m'anime. Merci Laurent Bonneterre. Quelle serait la toute première mesure que vous prendriez si vous étiez élu président, Nicolas Bay ? Il y en aurait deux. La première, c'est la constitution, je viens d'en parler, d'une police régionale des transports qui permet d'assurer la sécurité des Normands. Ce serait utile pour le quotidien, pour l'amélioration de la qualité de vie quotidienne des Normands, et ça aurait évidemment un impact bénéfique à la fois sur notre économie et sur notre attractivité touristique. La deuxième mesure, et là c'est une mesure d'urgence à prendre dans les tout prochains mois, des TPE, des PME, des artisans, des commerçants, des hôteliers, des restaurateurs risquent de mettre la clé sous la porte quand les aides d'État vont s'arrêter au 1er juillet. Il faut que la région prenne le relais. Le plan de relance de l'État, il est essentiellement orienté vers les grandes entreprises. Il faut que les petites entreprises soient sauvées. Il faut donc un fonds régional extrêmement efficace, extrêmement agile, qui réagisse pour éviter d'avoir des faillites en cascade en Normandie. Et enfin, bien sûr, le vote de dimanche, il va engager la région pour les 7 prochaines années. J'invite toutes celles et tous ceux qui ne sont pas allés voter par lassitude, par écœurement à l'égard du système, leur dire que si vous voulez contester le système, eh bien, si vous n'allez pas voter, vous le renforcez. Si vous allez voter, eh bien, c'est l'occasion de vous exprimer et d'éviter d'avoir une hégémonie de centre-droit macronisé, de centre-gauche macronisé ou de socialistes dont on sait qu'ils ont des vieilles recettes dangereuses avec leurs alliés verts. Eh bien, tous ces gens-là, ils ont failli dans les missions que les Français leur ont confiées par les urnes. Il est temps de mettre en œuvre un vrai et grand changement. C'est ce que je propose avec ma liste du Rassemblement national. Avoir des élus du Rassemblement national dans l'hémicycle régional, c'est la garantie pour les Normands d'être efficacement défendus dans les 7 prochaines années. Il nous reste quelques secondes avant la fin de cette émission. Je voulais simplement vous demander dans quel état d'esprit vous êtes avant ce second tour. En 30 secondes, les uns les autres. Laurent Bonneterre. Extrêmement serein, extrêmement mobilisé à la rencontre de nos concitoyens. On ne peut pas considérer que le match est joué tant que les gens ne se sont pas exprimés. Et il y a très peu de Normands qui se sont exprimés. 7 sur 10 ne se sont pas déplacés, je le regrette. Est-ce qu'ils seront plus nombreux dimanche ? Je le souhaite. En tout cas, nous, on a mobilisé nos équipes pour aller leur dire que ce vote régional, c'était important. Donc on espère que les gens vont poser leur attention sur cette élection-là dimanche. Mélanie Boulanger, à vous. On a créé la surprise, la Normandie nous rassemble a créé la surprise au premier tour, vous l'avez dit, et nous espérons créer la surprise dimanche prochain. Nous sommes la seule liste de gauche en lice pour dimanche prochain, donc nous espérons vivement
avoir convaincu encore cette semaine et jusqu'à demain soir les électeurs de nous faire confiance. Nicolas Bay, même question. Votre état d'esprit avant ce second tour dimanche? Écoutez, serein, c'est les électrices et les électeurs qui décideront, bien sûr, comme toujours. Mais j'espère qu'ils seront nombreux à décider parce que sinon, ça fragiliserait considérablement la légitimité de ceux qui seraient élus, qu'ils soient d'ailleurs dans la majorité ou dans l'opposition. Donc il faut se rendre aux urnes. Et moi, je ne me résous pas à accepter cet affaissement démocratique, cet effondrement de la participation. Certains y voient sans doute un intérêt. Mais moi, ce que je dis, c'est aux Normands, ça n'est pas votre intérêt de ne pas être représenté et défendu. Et donc, allez voter massivement. Et si vous voulez un changement, vous ne pouvez pas reconduire ceux qui représentent finalement le macronisme à l'échelle régionale, qui n'ont pas fait de différence significative dans la politique que j'ai menée par rapport à la gauche précédemment. C'est l'occasion d'un vrai changement, d'une vraie alternative. L'alternance en République, c'est naturel. Merci, c'est merci le moment. Nicolas Bay. Merci Hervé Morin pour finir. 20 secondes. Beaucoup d'humilité face au suffrage universel. Et deuxièmement, j'ai servi la région avec passion pendant près de 6 ans. J'ai envie de la servir avec autant de passion dans les 6 prochaines années. Pour moi, la vie politique nationale, c'est terminé. Et donc, ce que je veux, c'est faire en sorte que ce qui a commencé à être le renouveau de la Normandie puisse continuer dans les 6 prochaines années. Eh bien, écoutez, merci à tous les quatre d'avoir joué le jeu du débat démocratique. C'est toujours intéressant et important avant ce second tour. Franck, ce sera dimanche. Verdict des urnes, effectivement. Dimanche, on se retrouvera pour une grande soirée spéciale à partir de 19h. Et pendant 4 heures de temps, on va vivre le dénouement de ces élections régionales sur notre antenne en direct sur France 3. Bon scrutin. Merci à tous les 4. Merci. Belle soirée à vous sur France 3. Alors, Monsieur Chenu...